Alors c'est pas non plus le film de l'année, mais qui était une proposition différente, donc c'était pas mal. Et donc là, Hamnet nous parle donc d'un professeur de latin fauché qui fait la connaissance d'Agnès, une jeune femme à l'esprit libre. Fascinés l'un par l'autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d'avoir 3 enfants. Tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnès assume seule les tâches domestiques. Euh, j'ai bien aimé. Alors j'ai bien aimé, pas dans le sens le film est incroyable et ça mérite un Oscar, mais plus comme la proposition se tient bien. C'est très pudique comme film. Finalement, oui, ça parle d'amour, mais ça parle du fait aussi que notre dramaturge se repose beaucoup sur sa femme, donc l'air de rien. C'est très féministe aussi comme film. La femme qui donc supporte tous les malheurs, tous les drames pendant que lui fuit. Et c'est vrai que la conclusion est pas mal là-dessus, parce qu'effectivement c'est une pièce de théâtre où à ce moment-là justement le dramaturge s'exprime. Mais en même temps, je sais pas si Chloé Zhao, j'avoue que sur la fin, parce que c'est vraiment cette fin qui a vraiment un grand intérêt, le reste est assez classique entre l'histoire d'amour, la pauvreté, la maladie, les événements qui se passent. Alors tout est bien joué, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est très juste, mais c'est plus classique. Mais effectivement, forcément, la scène finale dit tout en fait du film, enfin conclut tout en fait, tout ce qui n'a pas été dit. Et j'ai pas forcément ressenti finalement, parce qu'il y a de l'émotion avec le personnage féminin principal, donc Agnès, qui est émue en fait entre guillemets de revoir son fils. Mais finalement, tout ce qui s'est passé avant n'est pas gommé, c'est-à-dire que on a presque l'impression que le reste est gommé, alors que c'est vrai que le dramaturge a fui en fait. Il a fui ses responsabilités,
se passe dans une grange où ils prennent à partie une famille. Et c'est vrai que c'est vraiment assez atroce parce qu'il y a des sévices qui se passent. Et puis surtout, il y a presque un côté. Je trouve que c'est bien retranscrit ce côté calme. Genre voilà, on est un peu, juste un peu fou sur les bords. Et puis d'un coup, ils se disent bon, allez, tiens, on va vous sacrifier pour Satan. Et donc là, ça vire à l'horreur totale, quoi. Et le médecin, joué par Rafinha, c'est toujours très très bon. Alors, je suis peut-être un peu moins fan de la toute fin. Je vais pas dévoiler, mais je trouve qu'on résout un peu vite certaines problématiques. C'est un peu dommage. Mais sinon, c'est vraiment dans la droite lignée de ce qu'on a vu. Ce côté, ouais, fou, désespéré. Et puis le docteur qui cherche des. Bah, en fait, tout le monde cherche une logique à tout ça. C'est-à-dire l'invasion zombie, le fait que toutes les règles ont été abolies, donc chacun cherche un peu des solutions là-dedans. Je ne veux pas trop en dévoiler parce que l'intrigue en fait reste relativement simple et c'est plutôt un ensemble de situations. Donc je ne peux pas trop en parler, mais c'est vrai que ça développe beaucoup en fait le médecin qui s'interroge sur les zombies, notamment au travers de Samson. Donc le groupe de cinglés avec leur perruque blonde là. Enfin il y a pas mal de choses. Et ouais, je suis vraiment très curieux. Alors forcément la fin appelle à une nouvelle suite. Et j'avoue que je suis vraiment preneur quoi. Autant les films de zombies j'en avais par-dessus la tête parce que entre Walking Dead la série et puis les films de zombies qu'on se tapait pendant un petit moment c'était vraiment l'overdose. Autant là je me dis ben pourquoi pas finalement. Vraiment s'ils peuvent développer ça, quelque chose dans cet univers ça peut être cool. Ensuite de ce que j'ai pu voir au cinéma j'ai vu Sun Help de Sam Raimi avec Rachel McAdams et puis Dylan Walsh, si je dis pas. Je me demande si je suis pas en train de dire des bêtises. Ça me fait penser à Beverly Hills, Dylan Walsh. Dylan O'Brien et Rachel McAdams. Bah, si vous avez vu la bonne annonce, bah, tout est dit dans la bonne annonce. Hein. C'est un patron caricatural qui exploite ses employés, une salariée qui veut bien faire, un peu timide, un peu solitaire, dont tout le monde se moque. Il y a un crash d'avion, ils se retrouvent tous les deux, et puis c'est la survie. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à part en dévoilant l'intrigue. J'ai trouvé. Alors j'avoue que j'ai mis du temps à aller le voir parce que j'ai un peu peur en fait du fait que le film ne tienne pas sur la durée. Alors c'est à moitié vrai, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques petites longueurs à un moment donné, mais je trouve que le jeu du chat et de la souris entre les deux est pas mal.
a des circonstances qui le dégagent en fait de toute responsabilité. Et j'avais un peu peur en fait du gros cliché, ah oui l'IA qui voit tout, et puis le côté futurisme est un peu bidon qu'on peut avoir dans les films. Et j'avoue que c'est plutôt une bonne surprise. Alors tout n'est pas bon dans le film, hein. Il y a des twists, twist sur twist sur twist, parce que forcément, comme il mène l'enquête, faut qu'il remonte le fil et donc il interroge différentes personnes, il s'intéresse à différentes personnes. Et donc forcément, il y a des rebondissements sur les culpabilités. Donc ça là-dessus, mais je crois que c'est pas l'intérêt du réalisateur, parce que c'est vrai que c'est un réalisateur qui expérimente beaucoup. Il avait fait un film en POV qui s'appelle Hardcore, je crois que c'est lui, hein. J'espère que je dis pas de bêtises. Hardcore, mince. Alors est-ce que c'est... Non, j'arrive pas à le trouver. Alors oui, il avait fait Nightwatch que j'aime pas. Il avait fait Wanted, donc bof. Ah non, c'est pas lui. Ah mince. Ouais, je me suis trompé. Ah, j'étais persuadé. Ouais, d'accord, il avait fait Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Ouais, d'accord. Mince, c'est marrant, il y avait un film comme ça en vue intérieure. Ah, je croyais que c'était lui, mais non. Ok, ok, ok. Ok, donc bah, ça tombe un peu à plat ce que je viens de dire. En tous les cas, le film est pas mal. Ouais, il est pas mal. Pas pour le scénario, parce que comme j'ai dit, c'est un scénario d'enquête très basique. Et même, voilà, le coupable du meurtre, bon, les raisons, trafic de substances illicites, comment ça s'appelle, de produits, ah mince, il est un peu tard, j'arrive pas à trouver mes mots, de produits dangereux. Enfin, il y a un côté un peu cliché dans les raisons en fait du crime. Tout ça pour dire que l'intérêt c'est vraiment l'utilisation de l'IA et le fait qu'on arrive à un principe où on s'approche de la réalité, c'est-à-dire que lui il interroge en fait toutes les bases de données existantes, l'IA lui met à disposition. Et lui, en fait, ça nous permet de regarder les webcams chez les gens, de regarder les caméras dans les rues, de regarder les emails qui sont envoyés, de regarder tout type d'échange numérique qu'il peut y avoir. Et donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc lui, ça lui permet de tout recouper et de voir en fait qui peut être potentiellement en cause. Et je trouve que dans la narration, c'est vraiment très très bien foutu parce que justement, lui, il essaie de trouver des solutions. L'IA est là pour lui répondre. Et donc, bah, il remonte le fil petit à petit. Et j'ai trouvé ça très cohérent en fait. Très cohérent. Et je trouve que dans la mise en scène très dynamique aussi. Parce qu'on a un parallèle en fait. Il peut contacter en fait les gens en visio, notamment parce que lui est flic. Et donc il peut être en visio avec d'autres flics. Et donc on les voit sur place aussi par le biais des caméras, on les voit intervenir, il échange avec eux, et donc ouais ça crée vraiment une dynamique au niveau de la narration qui est excellente. Et le fait qu'il remonte en fait tous les fichiers, voilà, il n'y a pas ce côté gros cliché en fait qu'on a, bon c'est vrai qu'on le fait plus trop maintenant, mais fut un temps dans le cinéma avec le côté ah c'est l'informatique, on peut faire tout et n'importe quoi. Bah là en fait on se rend compte que c'est des choses qu'on pourrait potentiellement faire. Alors peut-être pas avec la même rapidité, mais en même temps, bon je me dis pourquoi pas. Donc cette narration en fait en se basant sur l'IA et l'interaction, en fait le fait que l'IA vous répond très rapidement, mais que la réflexion est humaine, je trouve ça très intéressant parce que finalement l'IA elle a pas cette réflexion et elle se dit ben voilà, nous on a des probabilités, on s'appuie dessus, vous êtes le coupable, qu'est-ce que vous pouvez amener? Et donc lui il dit bah vous allez m'aider en tant qu'IA et je vais vous présenter des preuves qui montrent que je ne suis pas le coupable. Et donc c'est un jeu de ping-pong entre l'IA et le héros pour trouver en fait des choses. Et
fait aussi Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, bon, ça qui était quand même assez mauvais, mais comme tous les films Resident Evil. Et donc ce primate, alors tout n'est pas acheté dans ce film, mais c'est quand même... Enfin, alors déjà, il y a un point que je trouvais finalement réussi, c'est le singe, qui fait pas réel, il fait presque poupée, mais du coup ça le rend effrayant. On voit que c'est pas un vrai singe, mais étonnamment ça fonctionne. Ça paraît fou de dire ça, mais ouais, j'y ai vraiment cru. En fait, toutes les scènes où il est là, ouais, j'y crois à fond, quoi. La menace que représente le singe, j'y crois. Maintenant, ce qui pose souci, c'est plus la longueur du récit et le fait que les personnages sont quand même extrêmement stupides tout du long et que le huis clos, quand même, tient difficilement. Donc, on a toutes les filles qui se retrouvent dans la piscine parce qu'elles se font attaquer du coup par le singe. Et donc, le singe va pas dans l'eau. Donc, elles essayent de survivre dans la piscine. Et donc ça dure quand même un petit moment. Et après on a des mecs qui devaient venir les voir et qui eux sont complètement abrutis. Et donc forcément ça donne lieu à des scènes où ils se rendent pas compte du danger. Donc ouais, je suis pas convaincu. Je pense que le film est un peu bancal quand même. C'est pas un bon film d'horreur, mais j'avoue que je reste marqué par l'image de ce singe au visage. Ouais, il fait flipper quand même. Pourtant, il fait pas vrai du tout. C'est-à-dire qu'ils essayent pas de rendre ça. Ils ont pas fait un mélange entre un vrai singe et un fou. C'est vraiment un fou du tout, tout du long. Mais ouais, il est flippant, quoi. Il est vraiment flippant. Mais ouais, ça manque peut-être de monter en tension. Parce que le singe, en fait, devient agressif très rapidement. Et donc, bah, ça bloque les personnages. Et donc, ça devient un huis clos, mais qui est peut-être un peu trop long pour le coup. Et je trouve que les réactions des personnages sont un peu trop à l'ouest en fait pour que ça fonctionne. Alors ensuite on a Retour à Silent Hill, donc réalisé par Christophe Gans, qui avait fait Crying Freeman et Le Pacte des Loups, et le premier Silent Hill. Et c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Alors il a pas fait tant que ça de films, il en a fait assez peu finalement. Mais c'est un réalisateur qui aime beaucoup le genre, c'est-à-dire qu'il aime bien le fantastique, il aime bien l'horreur, il aime bien les films d'arts martiaux, et donc il aime bien mélanger tout ça. Et en fait, il a Crying Freeman, c'est 95, adaptation du manga. Et je crois que c'est à une époque où c'était pas aussi populaire en fait, où le genre fantastique, le genre arts martiaux, les adaptations de manga, c'était pas, ça avait pas la cote autant que maintenant. Et c'est vraiment un gars passionné en fait. Et Le Pacte des Loups, c'est un film hybride. C'est-à-dire c'est un peu à la croisée de tout ça en fait. C'est à la fois fantastique, à la fois arts martiaux. Enfin, ouais, c'est un mélange des genres que j'aime beaucoup. Et c'est un réalisateur, je trouve, qui est. Bah, c'est un réalisateur français, mais qui mérite qu'on a de la chance. Je trouve que c'est un réalisateur français qui vraiment mérite d'être connu. Et cette suite de Silent Hill, alors il y a eu un autre avant, Révélation, qui était mauvais. J'ai pas grand chose à dire dessus. C'était nul. Celui-là, il est comme le premier, c'est-à-dire que c'est un scénario de jeu vidéo. Et en fait, ce scénario de jeu vidéo, il tient pas sur un film. Et en fait, tout ce qui se passe autour, à côté, en fait, c'est
sa femme qui traverse le film. Sauf que bah, on voit qu'en fait c'était les avatars de sa femme. Sauf que lui il a pas l'air de capter. Et du coup ça crée une sensation bizarre parce que le personnage voilà, avance au fur et à mesure du jeu. Enfin, j'allais dire du jeu, du film. Il dit à la fin qu'il se rend compte que les personnages qu'il rencontre féminins sont à l'image de sa femme, mais ça le choque pas plus que ça, et même tout ce qui se passe autour de lui ne le choque pas plus que ça, alors que c'est que des personnages horribles autour de lui. Et du coup, ouais, ça fonctionne pas. Il y a un côté vraiment échelle de Jacob pour les nuls. C'est-à-dire que c'est un échelle de Jacob surexplicatif. Tout ce qu'on voit en fait est rationalisé comme dans le premier en fait finalement. Il y a notamment en fait des échanges qu'a le héros avec sa psy, et donc ça déconstruit tout de suite en fait tout ce qu'il vit. C'est-à-dire que très clairement dès le départ on nous dit bah non en fait tout ce que tu vas voir n'est pas réel, et donc forcément bah on rentre pas dans le truc en fait. L'échelle de Jacob, ce qui est intéressant c'est qu'on sait pas qu'est-ce qu'est la réalité, qu'est-ce qu'est un cauchemar, et donc forcément c'est effrayant. Là le problème c'est que comme dès le départ on a plein d'indices pour nous dire que tout est faux, tout est dans sa tête, et ben bah ouais, on suit le truc en fait, mais on n'est pas effrayé en fait, on se dit juste pas, à un moment donné il va se réveiller, à un moment donné quelqu'un va le sortir un peu de son truc. Et donc, ouais, c'est vraiment l'échelle de Jacob pour les nuls. Et ouais, ça rejoint Silent Hill le premier, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses, la mise en scène est excellente, il y a des idées quoi, mais ça tient pas sur la route. Et du coup, on va finir sur Marty Suprême, donc, que j'ai vu tout récemment. Film avec Timothée Chalamet, donc, qui est un acteur que je trouve surcoté. Donc le film est en bonne voie pour les Oscars. Et j'avoue que alors c'est très marrant parce que c'est toujours pareil en fait avec ce genre de film. Soit c'est le meilleur film de l'année, soit c'est le pire film de l'année. Et je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je trouve que c'est très très long. Le film dure 2 heures et demie. Le personnage est vraiment détestable, hein. Alors après c'est volontaire. Il a une copine qui met enceinte alors qu'elle a un mari. Il veut pas reconnaître l'enfant. Ils se retrouvent tous les deux. Il y a une histoire avec un chien. Enfin, il y a plein de trucs. En fait, le mec, il voudrait être le meilleur des meilleurs, mais c'est un loser. Je comprends l'idée, hein. Il y a un côté un peu frère Cohen dans l'esprit. Mais je trouve que les enchaînements de situations sont un peu redondantes. Et parfois pas super intéressantes. Alors, il y a des dialogues incroyables, hein, parce que le personnage, comme il a un but de 5 personnes et qu'il a peur de rien, il s'attaque à des gens plus puissants que lui et plus riches. Donc ça donne lieu à des discussions quand même assez savoureuses, on va dire. Mais, et puis pareil, forcément, les scènes de ping-pong aussi sont très bien foutues. Ça, y a pas de souci là-dessus. En plus, j'aime bien le ping-pong, donc je trouve ça assez cool. Maintenant, faudrait que je le revoie peut-être, mais je suis pas totalement convaincu par le film. Je trouve que toutes les histoires personnelles qu'il a, c'est quand même voilà, il faut toujours qu'il trouve où se loger. Il est toujours dans des magouilles de bas étage pour gagner des dollars. Ouais, bah, c'est vrai que ça m'a fait penser à ce que je lisais en parallèle, le joueur de Dostoïevski. Il y a un côté comme ça, quoi, le gars qui se retrouve sur le devant de la scène, qui se, se retrouve dans une situation pas possible, en galère de thunes, qui essaye de s'en sortir, mais qui est toujours sûr de lui, malgré tout.